Eduardo Matarazzo croyait que le silence était un signe d'ordre. Quand il arrivait au manoir, avant de poser sa mallette sur la console, il s'arrêtait dans le hall, écoutait la maison et mesurait la tranquillité comme on mesure le profit dans un rapport. S'il n'y avait pas de bruit, il concluait que tout était sous contrôle. Ce mardi-là, il rentra plus tôt que prévu parce qu'une négociation avait été reportée. Il entra par le garage, sans prévenir personne, et traversa le couloir de service en desserrant sa cravate. Le premier son qu'il entendit ne fut ni un rire, ni la télévision, ni des pas d'enfant. Ce fut la voix de Denise, basse, élégante et cruelle. « Tu dois comprendre ta place, Clara. Ce salon n'est pas une extension de la buanderie. » Eduardo s'arrêta derrière la porte entr'ouverte. Par la fente, il vit Denise debout devant le canapé impeccable, avec le même sourire qu'elle affichait d'habitude lors des dîners. Face à elle, Clara tenait T et Enzo près de son corps, comme si ses bras étaient une porte fermée contre le monde. Les jumeaux étaient pieds nus, les cheveux mouillés après le bain, sentant encore le savon. Enzo serrait le bord de l'uniforme de Clara. T essayait de paraître courageux, mais ses yeux brillaient de peur. « Je n'ai fait qu'amener les garçons pour attendre que le goûter refroidisse, » dit Clara. Denise eut un rire du nez. « Tu les as amenés parce que tu aimes faire semblant de commander ici. Tu aimes qu'ils courent vers toi, qu'ils appellent ton nom, qu'ils pensent que tu es indispensable. Mais toi, tu nettoies le sol, Clara. Ne confonds pas affection et droit. » Eduardo sentit son visage brûler. Pas à cause du ton élevé, car Denise ne criait pas. C'était pire. Elle parlait comme si elle enseignait les bonnes manières, transformant l'humiliation en leçon. Clara respira lentement. Puis, elle s'accroupit devant les garçons, arrangea le col d'Enzo et murmura quelque chose qu'Eduardo n'entendit pas. Enzo acquiesça. T lui prit la main avec force. Clara se leva et marcha vers le couloir. « Je ne t'ai pas autorisé à partir, » dit Denise. Clara s'arrêta, toujours de dos. Devant eux, Madame ne continuera pas. Un enfant n'a pas besoin d'apprendre la peur dans sa propre maison. La phrase traversa Eduardo comme une lame sans sang. Denise resta muette. Clara emmena les jumeaux à l'étage, passant si près de la cachette d'Eduardo qu'il sentit son parfum simple de savon et de crème pour enfants. Il recula vers la cuisine, s'appuya contre le plan de travail et remarqua que ses propres mains tremblaient. Cette nuit-là, il n'appela pas Denise, ne chercha pas Clara, ne demanda rien. Il monta au bureau et essaya de travailler, mais les lettres des contrats se mélangeaient. La phrase de Clara revenait entière. Un enfant n'a pas besoin d'apprendre la peur dans sa propre maison. Eduardo, qui dirigeait des centaines d'employés, ne savait pas dire si ses enfants avaient peur dans sa maison. Cette ignorance lui fit plus mal que n'importe quelle accusation. Plus tard, quand le manoir s'endormit, il alla dans la chambre des jumeaux. La porte était entr'ouverte. Enzo dormait serrant une petite voiture contre lui. T était couché sur le ventre, un crayon encore coincé entre les doigts. Sur la table de nuit, il y avait un verre d'eau, une petite lampe allumée et un papier plié. Eduardo l'ouvrit. C'était un dessin simple. 2 garçons au centre, Clara à côté, grande, avec de longs bras, et lui, loin, derrière une immense table. Au-dessus des 3 réunis, T avait écrit foyer. Au-dessus de l'homme éloigné, il avait écrit travail. Eduardo s'assit dans le fauteuil sans faire de bruit. Foyer, travail. 2 mots avaient suffi pour raconter l'enfance de ses fils. Le lendemain matin, il descendit avant le petit déjeuner. Donna Zilda était dans la cuisine, en train de couper des fruits. Eduardo resta immobile à la porte sans savoir comment commencer. Zilda ne leva même pas les yeux. « Monsieur a vu quelque chose, n'est-ce pas ?» Eduardo tira une chaise. Depuis combien de temps Denise traite-t-elle Clara ainsi? Depuis qu'elle a compris que les garçons préfèrent les bras de Clara à son sourire. La réponse fut calme, mais lourde. Eduardo passa la main sur son visage. « Pourquoi personne ne me l'a dit ?» Zilda posa le couteau sur la planche. « Parce que monsieur demandait si la maison fonctionnait, pas si les personnes allaient bien. » Il ne réussit pas à répondre. L'horloge marqua 7 heures. Bientôt, il entendit de petits pas. T et Enzo apparurent dans la cuisine, s'arrêtèrent en voyant leur père assis là, et échangèrent ce regard silencieux de jumeaux qu'Eduardo n'avait jamais su déchiffrer. « Bonjour, dit-il. « Bonjour, monsieur, répondit Enzo. « Monsieur. » Le mot tomba sur la table comme une assiette brisée. Eduardo tenta de sourire.
J'ai pensé prendre le petit déjeuner avec vous. T regarda Zilda puis l'escalier, cherchant Clara. Elle apparut quelques secondes plus tard avec une serviette sur le bras et les cheveux attachés. En voyant Eduardo, elle redressa sa posture. « Bonjour, Seigneur Eduardo. » Il faillit lui demander de ne pas l'appeler ainsi, mais comprit qu'il n'en avait pas le droit. Les garçons coururent vers Clara avant de s'asseoir. Elle toucha légèrement l'épaule de chacun, vérifia si Enzo avait ses lacets attachés et si T avait mis son cahier dans son sac. Eduardo regarda la scène comme un étranger, observant sa propre famille par une fenêtre. Après l'école, il annula ses engagements et resta à la maison. Il vit Clara changer les draps des garçons, séparer la chemise préférée de T, laisser la lumière du couloir allumée pour Enzo. Il n'y avait aucun spectacle dans tout cela, seulement du soin. Eduardo comprit qu'il avait passé des années à payer des factures en appelant cela de la présence. L'après-midi, Denise téléphona. Il laissa sonner. Ensuite, il reçut un message. « Dîner ce soir ? Nous devons choisir la robe pour l'événement. » Eduardo lut, se souvint des yeux effrayés de ses fils et répondit seulement « Demain, nous parlerons. » Le lendemain, Denise arriva confiante. Eduardo la reçut dans le salon debout. « J'ai entendu ce que tu as dit à Clara. » Denise cligna des yeux, mais retrouva aussitôt son maintien. « Alors tu as entendu hors contexte. Clara dépasse les limites. » « La limite, c'est elle qui te l'a imposée quand elle a protégé mes fils. » Elle rit sans humour. « Eduardo, tu confonds employé et famille. » Il sentit le mot frapper l'air. Employé, pas Clara, pas la femme qui connaissait les peurs d'Enzo et les desseins de T, seulement employé. « Mes fils appellent cette maison un foyer quand Clara est dans le dessin, dit-il. Quand moi j'apparais, je suis derrière une table. » Denise croisa les bras. « C'est du chantage émotionnel d'enfant. »« Non, c'est un diagnostic. » Son visage se durcit. « Tu vas choisir une employée au lieu de moi ?» Eduardo regarda le couloir par lequel les garçons passaient en courant quand Clara les appelait pour le goûter. « Je vais choisir une maison où mes fils n'ont pas besoin de demander la permission de respirer. » Denise prit son sac. « Un jour, tu découvriras le prix de cette naïveté. Peut-être, mais j'ai déjà découvert le prix de mon absence. » Elle sortit sans adieu. Son parfum resta quelques minutes dans le salon, puis disparut lui aussi. Eduardo demeura là, sans victoire, seulement avec la sensation d'avoir fermé une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Quand les jumeaux rentrèrent de l'école et demandèrent si Denise était là, il répondit que non. Enzo expira profondément. T courut vers le jardin. Eduardo vit pour la première fois à quoi ressemblait le soulagement sur le visage d'un enfant. Clara observait tout en silence, tenant un panier de linge propre. Eduardo voulut la remercier mais comprit que de petits mots ne répareraient pas des années entières. Il devait apprendre à rester vraiment, tous les jours, avant de demander pardon. Le changement commença sans annonce. Eduardo se mit à rentrer avant le dîner, à éteindre son téléphone pendant le repas et à poser des questions simples, même quand les réponses venaient courtes. T répondait avec des dessins. Enzo répondait en regardant d'abord Clara, comme s'il demandait l'autorisation de faire confiance. Clara n'intervenait jamais. Elle souriait seulement légèrement, posait l'assiette devant les garçons et laissait le père essayer d'occuper l'espace qu'il avait abandonné. Le troisième soir, Eduardo se trompa sur la température du lait d'Enzo. Le garçon fit la grimace, mais ne se plaignit pas. Clara le remarqua depuis la porte de la cuisine. « Il l'aime tiède, pas chaud », dit-elle avec prudence. Eduardo changea le verre. « Merci. » Enzo prit le nouveau lait et murmura. « Clara sait toujours. » Eduardo ne se vexa pas. Il garda la phrase comme un mot de passe. Il voulait apprendre. Il voulait mériter. Les jours suivants, il observa les rituels de la maison. Clara vérifiait le sac de thé parce qu'il oubliait sa gomme. Elle laissait une petite lampe près du lit d'Enzo parce que le garçon avait peur de l'obscurité complète. Elle glissait des billets dans les goûters, pas avec de grandes phrases, seulement de simples dessins. Un soleil, une étoile, un bateau. Eduardo découvrit que ses fils vivaient entourés de petits signes d'amour qu'il n'avait jamais remarqués. Un certain mercredi, Clara sortit après le déjeuner. Elle portait des vêtements simples, emportait un petit sac et paraissait plus silencieuse que d'habitude. Eduardo demanda à Zilda où elle allait. La cuisinière continua d'essuyer un plat. « Cela appartient à Clara, Eduardo. » C'était la première fois que Zilda utilisait son prénom sans le monsieur. La frontière était tracée. Malgré cela, l'inquiétude grandit.
Le mercredi suivant, Eduardo vit Clara sortir de nouveau. Il ne la suivit pas tout de suite, mais une demi-heure plus tard, il prit la voiture et suivit approximativement l'itinéraire du bus qu'elle avait l'habitude de prendre. Il eut honte avant même de la trouver. Il retrouva le bus arrêté devant un bâtiment bas, dans la zone nord. Clara descendit et entra dans un endroit appelé « Institut Recommencement ». Eduardo lut la plaque « Accueil pour personnes en deuil ». Il resta dans la voiture, immobile. Le mot « deuil » ouvrit une porte qu'il n'avait jamais imaginé exister en elle. Cette nuit-là, quand Clara termina le service et prit son sac pour partir, Eduardo l'appela dans la cuisine. « J'ai vu où tu es allé. » Son visage perdit ses couleurs. « Je n'ai pas manqué le travail. »« Je sais, c'est mon après-midi libre. »« Je le sais aussi. »« Alors pourquoi me parlez-vous de cette façon ? » ?»« Parce que j'ai mal agi. Je n'aurais pas dû te suivre. Mais maintenant que je sais, je dois te demander pardon 2 fois, pour l'intrusion et pour ne jamais avoir demandé si tu allais bien. » Clara serra la lanière de son sac. Pendant quelques secondes, elle sembla prête à élever une muraille. Puis, ses yeux se baissèrent. « Ma grand-mère m'a élevée, dit-elle. Quand elle est tombée malade, je me suis occupé d'elle jusqu'à la fin. Ensuite, j'ai continué à vivre, à travailler, à sourire aux enfants des autres. Mais il y a des jours où le manque pèse dans le corps. L'institut est l'endroit où je peux parler sans faire semblant d'être forte. » Eduardo l'écouta en silence. Pour la première fois, il comprit que sa fermeté ne venait pas de l'absence de douleur, mais d'une longue coexistence avec elle. « Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être forte dans cette maison, Clara. » Elle laissa échapper un petit rire triste. « Dans cette maison, Seigneur Eduardo, tout le monde faisait semblant de quelque chose. » La phrase resta entre eux. Eduardo ne répondit pas. Il ne pouvait pas nier. 2 jours plus tard, la sonnette retentit en fin d'après-midi. Zilda ouvrit et trouva Renato Ventura, le frère de Clara, debout dans le hall avec une serviette en cuir et une expression dure. Eduardo descendit en entendant son nom. « Je suis venu chercher ma sœur, dit Renato sans salutation. Clara apparut derrière lui, surprise. « Renato, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai vu une publication de son ex-petite amie insinuant qu'elle avait été remplacée par une employée. Je t'ai appelé, et tu as détourné le sujet. Alors je suis venu. » Eduardo sentit le poids de la situation. Renato parlait comme avocat et comme frère en même temps, avec la colère de celui qui avait déjà vu Clara être blessée auparavant. « Ma sœur n'est pas un pansement émotionnel pour famille riche, » continua Renato. « Elle travaille, elle soigne, elle se tait, elle supporte. Puis quelqu'un devient jaloux de son affection et lui met tout sur le dos. C'est déjà arrivé une fois. Je ne vais pas regarder cela arriver encore. » Clara fit un pas en avant. « Je ne suis pas une enfant, je sais, mais tu oublies de te protéger. Et toi, tu oublies de me demander ce que je veux. » Le hall se tut. T et Enzo observaient depuis le couloir. Enzo tenait une petite voiture contre sa poitrine. Clara s'accroupit. « Montez, mes amours. J'arrive. » Enzo demanda, presque sans voix. « Tu vas partir ?»« Non, » répondit Clara. « Je choisis de rester. » Renato vit le garçon lui agripper la main, et la colère sur son visage changea de forme. Elle existait encore, mais elle portait maintenant de la confusion. Eduardo s'approcha lentement. « Renato, tu as raison de t'inquiéter. J'ai échoué avec Clara et avec mes fils. Denise ne remettra pas les pieds dans cette maison. Clara ne sera plus jamais manquée de respect, ici, ni par une visite, ni par moi. » Renato le fixa. « Les belles paroles ne protègent personne. Alors exige de moi des actes. » Clara regarda les 2 hommes. « Je ne veux pas de dispute autour de moi. Je veux du respect. Si un jour je pars, ce sera parce que je l'aurai décidé. Si je reste, c'est aussi ma décision. » Renato respira profondément. La petite sœur qu'il tentait de protéger n'était plus petite depuis longtemps. Il serra Clara dans ses bras avec force. Avant de partir, il pointa Eduardo du doigt. « Je reviendrai. » Eduardo acquiesça. La porte sera ouverte. Cette nuit-là, une tempête tomba sur São Paulo. Le premier tonnerre réveilla Enzo. Eduardo entendit les pleurs et courut à la chambre. Il n'appela pas Clara. Non pas parce qu'il n'avait pas besoin d'elle, mais parce qu'il comprenait enfin qu'il devait aussi être là. Il s'assit sur le lit, attira Enzo contre lui et serra T lorsqu'il se réveilla effrayé. « C'est bruyant, papa, » dit Enzo. « Papa, pas monsieur. » Le mot faillit défaire Eduardo de l'intérieur. « Je suis là, mon fils.
Clara arriva à la porte quelques minutes plus tard. Elle les vit tous les trois ensemble, Eduardo maladroit, les garçons recroquevillés sous ses bras, et n'entra pas. Elle sourit seulement. Le lendemain matin, T dessina la scène, la pluie, la couverture, 3 figures enlacées. Il donna la feuille à son père. C'est notre dessin du tonnerre. Eduardo plaça le papier avec le premier, celui où il apparaissait loin. L'un montrait la blessure, l'autre le début de la guérison. Avec le temps, Renato revint dîner. Il n'arriva pas armé de méfiance, même s'il la portait encore sur ses épaules. Il s'assit à la table de la cuisine, écouta Enzo expliquer sa peur du tonnerre et vit T montrer ses cahiers à son père. Clara riait davantage ce soir-là. Zilda servit beaucoup trop de nourriture et fit semblant de se plaindre. Après le dîner, T dessina 5 figures dans un bateau. Lui, Enzo, Clara, Eduardo et Zilda. Renato apparut sur la rive, tenant une serviette, mais souriant. En dessous, il écrivit « Famille qui grandit ». Eduardo regarda Clara. Elle avait les yeux humides. La fleur du jardin, plantée des semaines auparavant, s'était enfin ouverte ce matin-là. Petite, résistante, lumineuse. « Cela a pris du temps », dit Eduardo. Clara répondit « Ce qui vaut la peine prend presque toujours du temps. » Et pour la première fois, Eduardo ne fut pas pressé. Cette nuit-là, en rangeant les dessins dans le bureau, il comprit que la présence n'était pas une jolie promesse, c'était une répétition quotidienne. C'était apparaître, se tromper, demander pardon, essayer encore et rester quand personne n'applaudissait. C'était l'amour traduit en temps et en soins. Quelques mois plus tard, Eduardo ne s'arrêtait plus dans le hall pour écouter le contrôle, mais pour reconnaître la vie. Il entendait des rires, des pas, des casseroles, des histoires, et comprenait qu'une maison trop silencieuse pouvait aussi être un abandon. Clara était toujours là, non comme une ombre, mais comme une présence respectée. T dessinait tout le monde dans le même bateau. Enzo appelait son père avant de dormir. Renato visitait le dimanche, encore attentif, mais tranquille. Zilda observait depuis la cuisine, satisfaite. Dans le jardin, la fleur ouverte résistait au vent. Eduardo regarda Clara et ses fils et comprit, la famille n'était pas le sang, le nom ou la richesse. C'étaient ceux qui restaient, quand cela comptait le plus, sans peur.